Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable ou syndrome du côlon irritable ou troubles fonctionnels intestinaux est un fréquent motif de consultation. C'est un trouble du fonctionnement du côlon. Le côlon, nommé aussi gros intestin, est une partie de l'intestin située entre l'intestin grêle et le rectum. Le syndrome du côlon irritable est la maladie gastro-entérique la plus répandue qui s'observe particulièrement chez les jeunes. Il se caractérise par des douleurs abdominales, des ballonnements, des épisodes de diarrhée ou de constipation. Longtemps considéré à tort comme une manifestation psychique en raison de l'absence organique, ce syndrome semblerait toucher préférentiellement les femmes, mais surtout les personnes anxieuses, l'anxiété étant un facteur déclenchant plutôt qu'une véritable cause. Bénie mais source de nombreuses prescriptions et dépenses de santé, la colopathie fonctionnelle peut se manifester de façon chronique, entraînant une altération de la qualité de vie. Et pour en parler ce soir, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Delphine Napon-Zongo. Elle est hépato-gastro-entérologue au CHU Souro Sanon de Bobo Dioulasso, également assistante à l'Institut supérieur des sciences de la santé, Université Nazi Boni. Docteur Roman Sia, Docteur Sia est hépato-gastro-entérologue. Il est le chef de service de gastro-entérologie à l'hôpital protestant Chifra. Et puis, Docteur Palwende Romial Bois. Docteur Bois est chercheur en génétique et nutrition humaine à l'unité de recherche clinique de Nanoro, Institut de recherche en sciences de la santé de la direction régionale du Centre-Ouest CNRST. Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez en appelant au 30 73. Docteur Napon, quelle est la situation globale de la colopathie fonctionnelle au Burkina Faso? Merci madame Dao et merci à la RTB et à nos professeurs qui nous donnent l'opportunité de pouvoir échanger sur ce sujet qui est très important. Et ce que nous pouvons dire, c'est que la colopathie fonctionnelle constitue un problème de santé publique, aussi bien dans le monde, en Afrique, qu'au niveau du Burkina Faso. Donc, un problème de santé publique de par l'ampleur. Donc, le nombre de personnes qui en souffrent est important. Et sur le plan global, dans le monde, on a une prévalence de 11,2%. C'est aussi un problème de santé parce qu'il impacte la qualité de vie des patients. Et au niveau des études en Afrique, au Bénin, ils ont trouvé une prévalence de 14%. Au niveau du Mali, 21%. Et au niveau du Burkina Faso, l'étude qui a été réalisée au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo avait une fréquence hospitalière de 23%. Avec une prédominance de la constipation à 49%. Et donc, dans la plupart des études, il est retrouvé que la prévalence est plus élevée chez les femmes, comme vous l'avez dit, chez les femmes, également chez les sujets qui ont un stress élevé ou qui ont une anxiété élevée. Et certaines études aussi parlent de ceux qui consomment des repas trop gras. Merci. Docteur Sia, quels sont les facteurs incriminés dans la survenue de la colopathie fonctionnelle? Merci beaucoup, Madame Dao. Il faut dire que la colopathie fonctionnelle est une maladie multifactorielle. Et donc, parmi les facteurs, le premier facteur incriminé est donc le trouble de la motricité intestinale. Et à ce niveau, il faut noter que
Pour la colopathie, comme on l'a décrit plus haut, il y a des signes qu'on peut avoir comme la diarrhée. Et donc, chez les colopathes avec la diarrhée, nous pouvons avoir une hyperactivité intestinale. Et donc, cette hyperactivité intestinale est souvent à l'origine donc des crampes que le patient donc présente. Aussi, toujours dans le cas donc de facteurs liés aux troubles de la motricité intestinale, chez les patients colopathes avec prédominance constipation, nous pouvons avoir plutôt un ralentissement de l'activité au niveau intestinal, et cela peut se traduire également par des ballonnements et par des inconforts. Et ça, c'est le premier facteur. Après ce premier facteur, nous pouvons aussi citer l'hypersensibilité viscérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients colopathes, en fait, ont un seuil de douleur qui est abaissé, ce qui fait que lorsqu'ils ont une certaine quantité de gaz au niveau intestinal qui ne provoquerait pas une douleur chez une personne non colopathe, chez le colopathe, cette douleur ou cette distension abdominale va entraîner donc une douleur assez vive, et en plus la localisation de cette douleur va être différente donc pour un patient colopathe par rapport à un patient normal. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent déclencher des crises de colopathie, Dr Bois? Bien, il faut dire que l'une des causes, bien sûr, qui est déclencheur, c'est l'aliment. Puisque comme on parle du système digestif et que l'aliment est la plus grande interaction que l'organisme a ou l'environnement a avec le système digestif, bien sûr, c'est au cours parfois de prises alimentaires ou après les prises alimentaires que l'on constate justement ces troubles-là. Et ce qui est important à noter, c'est que ça entraîne souvent un très grand inconfort et les patients ont tendance parfois à avoir de très grandes restrictions alimentaires, ce qui n'est pas ou qui peut être cause d'une mauvaise alimentation, d'une alimentation donc qui devient déséquilibrée parce qu'on a beaucoup de restrictions et qui peut entraîner également d'autres pathologies telles que les carences en micronutriments et autres baisses du système immunitaire. Bien. Je voudrais ajouter à l'un des facteurs justement aux différents facteurs que Dr Sia vient de mentionner, les facteurs génétiques. Il faut savoir que il y a beaucoup d'études qui font cas justement de cette susceptibilité génétique-là, par rapport aux colopathies fonctionnelles. Et elles ont été révélées. L'objet en réalité d'une des plus larges et des plus grandes études qui ont été menées d'abord justement en Europe pour pouvoir identifier. Et il y a plus de 150 gènes qui ont été identifiés en termes de susceptibilité. Lorsqu'on parle de susceptibilité, on ne parle pas de causalité. Ça ne veut pas dire que ça va forcément causer, mais ça augmente éventuellement ou ça nous affaiblit par rapport justement à cette pathologie-là. En français facile, quand on a un parent, je dirais qui fait de la colopathie, on a beaucoup de chances de développer la maladie également. Exactement. Justement, c'était le cas spécifiquement. Une des études qu'il a démontré a été faite au niveau des jumeaux identiques. Donc, au niveau des jumeaux identiques, vous allez comprendre que ceux qui présentent des colopathies vont aller jusqu'à 50%. Alors que pour les jumeaux qui ne sont pas identiques, ça veut dire les jumeaux qui ne partagent pas le même matériel génétique, cette prévalence-là, justement, par rapport aux colopathies fonctionnelles, tombe à 15% comparé à 50%. D'accord. Et quel est le rôle de la flore intestinale dans la maladie, dans la colopathie, docteur Sia? Alors, effectivement, il faut noter que la flore bactérienne constitue donc un des éléments, un des facteurs déterminants dans la survenue de la colopathie. C'est ainsi que plusieurs études donc réalisées chez des animaux et génétiquement donc dépourvus de flore. Ces études ont permis de noter qu'il y a donc des troubles au niveau donc digestif, des troubles à type de ralentissement donc du transit et des troubles à type donc de dilatation de l'intestin, c'est-à-dire que on a les intestins qui augmentent de calibre parce que ces animaux-là ont été dépourvus de flore intestinale. A contrario, et lorsqu'on remet, donc on reconstitue donc cette flore bactérienne, cette flore intestinale chez ces animaux-là, on a donc la motricité qui reprend
normalement. Donc, ce qui donc permet de dire que la flore bactérienne quand même a un rôle déterminant. En plus de cela, toujours concernant cette flore intestinale, il est maintenant admis qu'il y a des colopathes qui sont apparus à la suite donc d'une infection digestive. C'est-à-dire qu'il y a certains, après avoir eu une infection digestive, qu'elle soit bactérienne ou parasitaire, après cette infection, du fait de la désorganisation donc, de cette flore intestinale, il y a certains, donc, et les études montrent qu'il y a entre 15 et 20% des patients donc, ont eu la colopathie à la suite donc, de cette d'une infection bactérienne qui a désorganisé donc, la flore donc, normale. Et un dernier point toujours concernant l'intérêt ou l'importance de cette flore bactérienne, il faut dire que les études ont également montré que lorsqu'on prend un patient colopathe et une personne normale, il y a une différence en termes sur le plan de la quantité et de la qualité de la flore intestinale chez le patient donc colopathe et le patient normal. Tout ceci pour dire que la flore bactérienne donc joue un rôle très important dans la survenue de la colopathie fonctionnelle. Et quel rôle peut jouer le stress et les facteurs psychologiques, psychosociaux dans la survenue de la colopathie? Alors, il faut noter que là également, c'est un élément très important parce que on note une forte prévalence donc, des troubles psychologiques donc, chez les patients donc, colopathes, notamment chez les patients qui consultent assez régulièrement. Et là, il faut noter que beaucoup donc, de personnes qui présentent de l'angoisse, des stress, de la dépression, ou souvent certains qui ont traversé des événements douloureux de la vie, que ce soit un deuil, que ce soit donc, en tout cas un divorce, tout ceci constitue donc des facteurs donc, qui peuvent donc aggraver les symptômes donc, de la colopathie fonctionnelle. Et l'interaction donc, entre les facteurs psychologiques donc, et la colopathie fonctionnelle est également donc, un élément très très important donc, à prendre en compte dans tout ce qui est mécanisme de survenue de la colopathie. Docteur Napon, nous allons revenir sur les symptômes les plus fréquents de la colopathie. D'accord, merci bien. Pour ce qui concerne les symptômes les plus fréquents, nous avons d'abord les circonstances de découverte. Et il s'agit le plus souvent d'une femme qui a peut-être la trentaine, 30 ans, 40 ans, pour certains un peu vers la cinquantaine, et qui va venir en consultation et qui va dire que les symptômes, quand on interroge, parfois les symptômes remontent jusqu'à l'enfance. Et donc, comme on l'a dit, la personne peut signaler que elle a des inconforts, un inconfort abdominal ou des douleurs abdominales. Et la personne peut dire que ça a été déclenché soit à la suite d'un stress, à la suite d'une infection, comme ça a été dit plus haut. Et lorsqu'on interroge, cette douleur abdominale, elle peut être à type de spasme. Le patient peut dire qu'il a l'impression d'avoir des contractions. D'autres vont vous dire qu'ils ont une sensation de brûlure et d'autres vont dire qu'ils ont juste mal. Et lorsqu'on pousse l'interrogatoire, ils vont vous dire qu'ils ont mal depuis longtemps. Vous demandez depuis combien de temps, certains vont vous dire depuis plusieurs années. Voilà. Et donc l'épisode qu'ils ont actuellement, soit ils vont vous dire que ça siège au niveau du ventre, donc au niveau de l'abdomen, en bas à droite, ou en bas à gauche, ou alors certains vont vous dire que c'est tout l'abdomen qui fait mal, donc ça dépend des patients. Donc
en dehors de cette douleur abdominale qui peut être, qui a ses facteurs déclenchants, ils peuvent dire que ces douleurs abdominales sont parfois soulagées lorsqu'ils arrivent à émettre des selles, lorsqu'ils arrivent à aller à la toilette ou lorsqu'ils arrivent à émettre des gaz. En plus des douleurs abdominales, il y a le ballonnement que les patients signalent. Donc le ballonnement, ils vont dire qu'ils ont beaucoup de gaz, qu'ils ont une sensation du ventre qui est tendu. D'autres vont vous dire que le ventre fait du bruit, donc que ça gargouille. On peut avoir des gargouillements pour certains. Et en dehors de ce ballonnement-là, il y a certains aussi qui vont signaler des troubles du transit. Donc, il y a essentiellement ces trois éléments. Donc, douleur abdominale, ballonnement, trouble du transit. Et dans ces troubles du transit, vous avez ceux qui vont dire qu'ils ont une constipation. Donc, une constipation, on peut dire essentiellement des patients qui ont moins de 3 selles par semaine ou alors qui ont des selles qui sont dures. Des selles, certains vont dire c'est comme des billes ou comme des crottes de chèvre. D'autres vont dire qu'ils ont du mal en fait à aller à la selle. Il faut qu'ils poussent pour avoir les selles. Ou alors après la selle, ils ont l'impression qu'en fait, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir pu émettre toutes les selles. Donc en dehors de la constipation, il y a certains patients qui ont la diarrhée. Donc la diarrhée qui peuvent dire qu'ils font plus de 3 selles par jour ou alors des selles qui sont trop molles, qui sont trop liquides. Et d'autres patients qui ont une alternance, soit constipation et diarrhée. Et bon, dans cette alternance-là, en général, c'est une fausse diarrhée, c'est-à-dire qu'ils ont comme une sensation de bouchon et quand le bouchon se libère à la selle, on a des selles liquides. Voilà, donc ce sont essentiellement ces signes. Il y a plusieurs signes que les patients signalent. Et quand il y a d'autres signes qu'on peut associer à tout cela. À ces signes-là. Bon, il y a d'autres signes, effectivement. Donc, sur le plan digestif, il y en a qui vont dire qu'ils rotent beaucoup, donc les éructations. Il y en a qui vont dire qu'ils ont du mal à digérer. Ils ont pris un repas le matin, à midi, ils ont la sensation de ne pas avoir faim, d'avoir le ventre qui est toujours plein. Il y a d'autres également qui vont, en fait, parler de ce dont nous avons parlé, du ventre vraiment qui gargouille beaucoup, donc des borborigmes. Et sur le plan extra-digestif, vous allez avoir des patients qui vont se plaindre d'une fatigue chronique. Ils vont dire depuis longtemps ils sont fatigués. Certains vont se plaindre de douleurs lombaires de manière répétée ou pendant un long temps. Et d'autres vont dire qu'ils ont des douleurs musculaires. Et en plus de ces signes, il y a certaines femmes qui vont signaler en fait des douleurs lors des rapports sexuels. Et donc, il y a d'autres aussi qui vont dire qu'ils vont très souvent, qui ont une pollakiurie, donc qui vont très souvent faire pipi, si je peux le dire ainsi. Donc, il y a plusieurs autres signes en fait qui peuvent s'ajouter aux signes, aux symptômes principaux que nous avons signalés. Mais ce qu'il faut signaler aussi, c'est que ça fait beaucoup de plaintes du patient, mais lorsque le médecin va examiner le patient, il peut ne rien trouver. Donc, un patient qui a... Donc, l'examen peut être normal, ou alors il peut juste trouver une douleur, ou alors trouver que le ventre, effectivement, est ballonné, comme le patient le dit. Donc, à l'examen, on a peu de signes, mais vraiment, il y a beaucoup de plaintes du patient dont il faut tenir compte. Nous allons revenir, Dr Bois, avec... l'alimentation. Quel lien y a-t-il entre l'alimentation et la colopathie? Bien, le lien entre l'alimentation et la colopathie vient de la nature de nos aliments. Je pense que quand on s'alimente, on a affaire à plusieurs types d'aliments qui sont composés de divers éléments qui sont beaucoup plus microscopiques que ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que il y a une catégorie d'aliments qui sont les aliments qui sont fermentescibles. Donc, ils vont justement favoriser une certaine fermentation due justement à cette flore, par la flore intestinale au niveau de l'intestin. Cette fermentation va provoquer une augmentation des gaz au niveau de l'estomac et irriter les parois justement du côlon. Et cette irritation-là, c'est la cause souvent justement de cet inconfort ou de la multiplicité des gaz des patients ou les éructations au niveau des patients, tout ça. Mais quels signes, je reviens vers vous encore, docteur Nabon, quels signes doivent alerter le patient qui a une colopathie depuis plusieurs années? À quel moment il doit vraiment prendre les choses au sérieux? Bon,
On dirait qu'il doit prendre les choses au sérieux dès qu'il a des signes et donc voir un médecin pour expliquer donc ces signes. Maintenant, qu'est-ce qui peut alerter un patient qui a une colopathie qui a été diagnostiquée et qui vit donc avec cette colopathie depuis longtemps, ou alors qui a son médecin? Il y a essentiellement quelques signes qu'on peut citer, tels que l'âge. Donc, quand on a un patient qui a plus de 50 ans, donc s'il avait des signes avant 50 ans et il a 50 ans, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux signes. Lorsque le patient dit qu'il a un amaigrissement inexpliqué, c'est-à-dire il ne s'est pas mis sous régime, il n'a pas commencé à faire du sport et il perd du poids, c'est un signe d'alarme. Si le patient dit qu'il a du sang lorsqu'il va à la selle, ce que nous appelons des rectorragies, s'il y a du sang dans les selles, c'est un signe d'alarme également qui va appeler à réaliser des examens. Si le patient a dans sa famille donc des antécédents familiaux de cancer du côlon ou du rectum, ou d'autres des boules dans l'intestin, donc les polypes, c'est également un signe d'alarme pour le médecin. Et si le patient signale également qu'il n'avait pas de boule dans l'abdomen et qu'il constate maintenant qu'il y a une boule dans son ventre, ça aussi c'est un signe d'alarme. Voilà. Donc il y a des signes qui vont en fait sonner l'alarme pour le médecin et donc le patient aussi doit faire attention à ces signes-là et ne pas dire que j'ai une colopathie depuis des années donc il n'y a pas de problème, mais il faut physique, voilà. Il faut exactement, exactement. Docteur Sia, on voit qu'il y a beaucoup de symptômes par rapport à cette maladie, mais quels sont les éléments cliniques qui vous permettent d'établir un bon diagnostic? Merci Madame Dao. Il faut dire que le diagnostic est évoqué essentiellement sur la base de 3 arguments. Je pense que le docteur Napon a donné sur le plan clinique ce qu'il faut rechercher. Donc le premier argument, ça va être l'existence de troubles digestifs d'évolution chronique. Et ces troubles digestifs, c'est ce qu'on a cité tantôt, la douleur abdominale, les ballonnements, le trouble de transit, que ce soit la constipation, la diarrhée ou l'alternance diarrhée-constipation, et tous ces signes donc évoluant de manière chronique. Le deuxième argument, ça va être, comme elle a dit, l'absence d'altération de l'état général. C'est-à-dire qu'un patient donc, qui vient, qui se plaint de douleur, et lorsqu'on on le regarde, on voit qu'il n'a pas perdu de poids. Donc ça également, c'est un argument en faveur de la colopathie. Et troisième argument, ça va être la normalité donc de l'examen clinique. C'est-à-dire que lorsqu'on examine donc le malade, pratiquement sur le plan clinique, on voit que l'examen en fait est normal. Mais il faut noter que quelquefois, à la palpation, lorsqu'on palpe, on peut avoir donc le patient peut ressentir donc des douleurs donc à la palpation qui peuvent être localisées à n'importe quelle zone de l'abdomen. Dans le cas de la colopathie, il n'y a pas une zone précise de l'abdomen qu'on peut dire que sur cette zone on doit avoir de la douleur. Et ce qui contraste, c'est que quelquefois il y a des patients qui viennent et qui se plaignent de ballonnement, disent qu'ils sont hyper ballonnés, et lorsqu'on les examine, on se rend compte que l'abdomen est plat. Et dans ce cas, le médecin doit éviter de dire non, vous ne dites pas la vérité, parce que ce qu'il ressent, c'est réel. Mais sur le plan clinique, on ne perçoit pas de ballonnement, alors que le patient perçoit très bien donc, des ballonnements. Donc ce sont ces éléments qui font évoquer, c'est-à-dire qu'on a un polymorphisme au niveau en fait clinique, c'est-à-dire le patient il peut prendre des heures pour parler de ces signes cliniques, et vous, quand vous l'examinez, vous n'avez rien. L'examen est pauvre. Et tout ceci sont des arguments donc en faveur donc de la colopathie, et éviter de dire aux malades que vous n'avez rien. Et sinon, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui vous permettent de confirmer votre diagnostic? Voilà, effectivement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans la colopathie, il n'y a pas un examen
que ce soit morphologique ou biologique, qui permet d'affirmer la colopathie. Ça n'existe pas. Par contre, l'objectif des examens, ça va être d'éliminer des maladies qui ont les mêmes symptômes que la colopathie. Ça, c'est important de le dire. À partir de cet instant-là, lorsqu'on décide de faire des examens, l'objectif, ce n'est pas de confirmer directement la colopathie, c'est d'infirmer surtout des maladies qui ressemblent à la colopathie et à la fin, sur la base des éléments cliniques et donc des résultats des examens, et cela permet de dire qu'on a la colopathie. Et donc, ces examens, ça peut bien être des examens de sang, un examen qui permet de savoir si on a une infection, c'est-à-dire la numération formule sanguine qui est un examen ordinaire. Il peut s'agir donc de ce qu'on appelle la CRP, qui est un examen qui permet de dire s'il y a une inflammation au niveau intestinal, au niveau du côlon. Il peut s'agir d'autres examens un peu plus poussés, comme la calprotectine fécale. C'est un examen de sel qui permet de voir s'il y a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou alors un examen basique, un examen de sel, l'examen parasitologique des selles, qui permet aussi d'éliminer une infection parasitaire qui peut donner exactement les mêmes signes, c'est-à-dire les douleurs, des ballonnements. Et l'examen qu'on appelle coloscopie peut être également demandé lorsque nous sommes par exemple devant des patients âgés. Je pense que le docteur Napon l'a soulevé. Un patient chez qui on suspecte une colopathie qui a plus de 50 ans, ou un patient qui a une hémorragie digestive, c'est-à-dire qui fait des selles et il y a du sang qui sort, ou un patient qui a, donc, ce qu'elle a expliqué, des polypes, il faut penser à faire ce qu'on appelle la coloscopie, qui est un examen endoscopique qui permet de rentrer dans le côlon et de voir la muqueuse du côlon pour s'assurer qu'on n'a pas, en tout cas, une tumeur du côlon, ou pour s'assurer qu'on n'a pas des inflammations au niveau du côlon qui permet justement, dans ce cas, de retenir notre diagnostic. D'accord. Votre développement m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui ressemblent à la colopathie fonctionnelle? Alors, effectivement, il y a bien d'autres maladies qui ressemblent à la colopathie fonctionnelle. Et la première maladie à laquelle il faut penser, et qui est toute simple, c'est une infection digestive. Il peut s'agir d'une infection parasitaire, c'est-à-dire une infection due à des parasites qui peut donner des douleurs, comme je l'ai dit, qui peut donner des ballonnements. Il peut s'agir d'une infection bactérienne, ce qu'on appelle souvent communément la fièvre typhoïde ou la salmonellose, qui peut donner aussi des douleurs, qui peut donner des ballonnements. Mais dans ce cas, dans le cas de la fièvre typhoïde, souvent on a la fièvre qui fait la différence avec donc la colopathie. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce sont des maladies qui se manifestent par des inflammations, disons des plaies dans le gros intestin aussi. Et cela peut se manifester par des douleurs, par de la diarrhée, mais le plus souvent, à cela s'associe donc du sang dans les selles. Et la coloscopie permet de faire le diagnostic. Et il y a aussi une maladie qu'on appelle maladie cœliaque, qui est une maladie donc auto-immune, qui se traduit par une intolérance au gluten. Et là également, on peut avoir des douleurs, on peut avoir de la diarrhée. Donc, tout ceci, donc, comme je l'ai dit plus haut, l'objectif, lorsqu'on est devant un patient qui a les signes qu'on a cités, l'objectif, c'est de faire des examens pour éliminer donc ces maladies-là en fonction des signes qui prédominent. Et lorsqu'on arrive à éliminer donc ces maladies qui ressemblent à la colopathie et que les examens, donc bien sûr, sont normaux, cela nous permet de dire que le malade a une colopathie fonctionnelle. Elle se caractérise par la présence de douleurs abdominales chroniques et de troubles du transit. La colopathie, encore appelée syndrome de l'intestin irritable, est une question de santé publique méconnue au Burkina Faso. Elle est une pathologie bénigne, mais qui peut altérer de manière significative la qualité de vie des personnes qui en souffrent. C'est une pathologie plurifactorielle impliquant des troubles de la motricité, une hypersensibilité
inflammés du tube digestif, à la distension par les gaz ou des contractions, selon les spécialistes. La douleur est le symptôme principal de la colopathie, caractérisé surtout par un ballonnement abdominal. Reportage Alassane Kendre-Bego et Isaka Nana. La colopathie, encore appelée syndrome de l'intestin irritable, est une maladie fonctionnelle de l'intestin selon les spécialistes de la santé. Elle se caractérise par la présence des douleurs abdominales chroniques et des troubles du transit comme la constipation, la diarrhée. Sachez d'abord qu'elle a plusieurs appellations. Voilà, on l'appelle actuellement, on l'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Il a un autre nom, les troubles fonctionnels intestinaux. Et d'autres même l'appelleraient névrose colique. Sachez que c'est une maladie qui est chronique, il est multifactoriel, ça veut dire que c'est une maladie qui évolue dans le temps. Et grosso modo, pour faire simple, c'est une maladie qui regroupe 3 manifestations. La douleur abdominale, le trouble du transit. Quand on dit trouble du transit, c'est soit la constipation, soit la diarrhée, soit une alternance de diarrhée-constipation. Et la 3e manifestation, c'est les ballonnements abdominaux. C'est une pathologie bénigne, mais qui peut altérer de manière significative la qualité de vie des patients qui en souffrent, indique Dr Rodrigue Salou. Une maladie dont les causes restent méconnues. On pense que cette maladie, il est lié à plusieurs facteurs. Il y a des problèmes liés à l'intestin. L'intestin est très sensible, ou bien c'est le fonctionnement de l'intestin, nous on appelle la motricité, qui est perturbée, ou bien au niveau de l'intestin même, c'est qu'il y a des mécanismes immunitaires au niveau de l'intestin, et quand cette immunité aussi est perturbée, ça peut donner, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs alimentaires, et il y a des facteurs psychologiques, avec le stress, qui joue vraiment un rôle capital, surtout dans la survenue des crises de colopathie fonctionnelle, le stress. La colopathie fonctionnelle, son diagnostic est clinique. Mais il faut faire des examens pour éliminer ce qui n'est pas une colopathie fonctionnelle. L'erreur, c'est ça. Parce qu'on assimile la colopathie à beaucoup d'autres pathologies. Parce que d'emblée, la colopathie, on le sait, c'est une maladie vraiment qui embête, qui perturbe le malade, mais c'est une maladie qui est bénigne. Alors qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être lourdes, peuvent mettre en jeu le pronostic vital du malade, qu'on prête à confusion avec la colopathie. Donc, il faut que le médecin fasse un examen clinique complet et demander même des examens paracliniques pour pouvoir éliminer ces autres maladies et pouvoir retenir cette colopathie fonctionnelle pour pouvoir la gérer. La colopathie est un problème de santé publique méconnu au Burkina Faso. Diagnostiquée à tous les stades, elle est l'une des premières causes de consultation ici au service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Tengango. En termes de consultation, la colopathie fonctionnelle, si elle n'est pas la première cause de consultation, le premier motif de consultation, elle est la deuxième. Voilà, elle dispute la première place aux hépatites virales. Voilà. Donc sachez que c'est une maladie qui est très fréquente et on estime même que dans la population générale, 4 à 20% des personnes vont manifester des symptômes de colopathie fonctionnelle. Au CHU Tengango ici, on reçoit les patients à tous les stades. Ça peut être des malades qui viennent pour une crise inaugurale. Il y a d'autres qui viennent après avoir fait le parcours en ville. Ils ont vu plein de médecins, d'infirmiers. Parfois même, ils ont même fait appel à la médecine traditionnelle avant de parvenir à notre niveau. Comme je vous ai dit au début, c'est une maladie qui est chronique. Elle évolue dans le temps. Et sa prise en charge est souvent décevante. Donc le malade, il cherche la solution à son problème partout. Donc il va de médecin en médecin, de soignant en soignant, espérant trouver une solution à son problème. Donc on reçoit des malades à tous les stades ici. Le traitement de la colopathie est essentiellement symptomatique. Une maladie dont on ne peut pas guérir, soutient Dr Rodrigue Salou.
Ce n'est pas pour décourager les patients, mais je dirais qu'on ne peut pas guérir de colopathie. En fait, il faut apprendre à vivre avec cette colopathie. Parce que même si on arrivait à gérer le mal, le malade ne développe plus de symptômes pendant un certain temps. Un jour encore, ça peut revenir. Et c'est ça même, malheureusement, qui le découragera. Il pensait qu'il était guéri et paf, un jour, il ressent encore les symptômes qui reviennent. Vous voyez, il peut y avoir des temps où vraiment il est bien, surtout quand l'environnement, j'ai parlé de stress, j'ai parlé de phénomènes environnementaux et alimentaires. Quand il arrive à gérer cette partie, le malade vit correctement, il est bien. Mais pour une raison X, il peut rechuter encore et redévelopper les symptômes. Et malheureusement, il sera découragé. Et c'est ça. Donc, il doit apprendre à vivre avec son mal en sachant que c'est un mal qui n'est pas grave. Même si ça l'embête, ça le met mal à l'aise souvent, il doit s'assurer il doit être sûr que c'est une maladie. Ça n'engage pas le pronostic vital. La colopathie n'est donc pas une maladie grave en soi. Son caractère chronique, imprévisible et douloureux peut être épuisant moralement, insiste Dr Salou. Consulter un médecin spécialiste en cas de doute de colopathie. Éviter l'automédication reste donc les conseils prodigués par le médecin hépato-gastro-entérologue au CHU de Tengango. La colopathie fonctionnelle est une affection fréquente qui se définit par la coexistence de douleurs abdominales, chroniques et de troubles de transit qui se majorent lors des poussées douloureuses. Cette pathologie se manifeste par crise et occupe une place essentielle dans les consultations au service d'hépato-entérologie du CHU Souro Sano de Bobo Dioulasso. Plus de détails dans ce dossier signé Kassoum Milogo et Ismaël Saturnet, Paris. On ne guérit pas de la colopathie. On vit avec la colopathie. Et c'est une raison qui crée, selon les spécialistes, la psychose chez les patients. La colopathie fonctionnelle, encore appelée trouble fonctionnel intestinal ou syndrome de l'intestin irritable, est une maladie qui évolue par crise et affecte plusieurs personnes. La colopathie, c'est une maladie au cours de laquelle les patients souffrent de douleurs au niveau du ventre et ces douleurs-là vont régulièrement être accompagnées de troubles de transit, soit d'une diarrhée, soit d'une constipation, soit d'une modification de la consistance des selles ou des ballonnements. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la colopathie. On évoque la possibilité de troubles au niveau de la motricité, des mouvements du côlon ou de l'intestin. On évoque également une hypersensibilité de l'intestin ou du côlon due à la présence de gaz ou même à la présence de certains aliments. Mais derrière également, ces troubles-là peuvent être causés par des troubles psycho-affectifs. Au service d'hépatologie, gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire Souro Sano de Bobo Dioulasso, la colopathie est un motif fréquent de consultation. 80% des patients qui consultent chez nous consultent pour les problèmes de colopathie fonctionnelle. Madame Lodoum est une patiente du professeur Sawadogo. Elle est atteinte de la colopathie depuis une vingtaine d'années. Tout le temps, j'avais des ballonnements, surtout le côté gauche. C'est ça même le vrai problème là. Donc, c'est venu me dire de faire l'échographie. Quand j'ai fait, que c'était plein de gaz, tout ça là. Donc, il me disait qu'il n'y a rien de mal, pas d'inquiétude, que c'est la colopathie. C'est depuis ce temps-là qu'on a commencé le traitement. Donc, en temps, ça allait. Donc, j'ai commencé à manger comme je veux. Quand ça a démarré, présentement, là, j'ai trop de problèmes. Même tout récent, je suis parti le voir. On m'a pressé des produits qui m'ont vraiment soulagé ces 2 jours. Même si on ne guérit pas de la colopathie, comme le soulignent les spécialistes, il y a possibilité d'une prise en charge pour soulager le patient. Ça va nécessiter d'abord un interrogatoire, l'écoute d'abord du patient, qui a le plus souvent plusieurs plaintes à la fois. Au décours de l'interrogatoire et de l'examen,
selon les plaintes, si c'est des douleurs ou des gaz ou la constipation, vous allez prioriser les examens. Donc, un premier examen peut être l'échographie, un second examen peut être l'examen de sel ou la coloscopie pour voir est-ce qu'il y a un problème grave ou non derrière. Mais l'une des difficultés liées à la prise en charge de la maladie demeure le coût du traitement. Parce que le patient se plaint régulièrement d'un problème, vous avez besoin de faire des examens pour savoir de quoi il souffre. C'est le coût souvent qui représente un frein aux patients. À chaque fois, il faut l'écho, il faut les produits, puis les produits sont chers. Il faut prendre un produit, ce produit faisait 14 000 et quelques. On avait dit 2 boîtes. Donc vraiment, c'est un traitement vraiment qui coûte cher. Tu peux faire 1 mois, 2 mois plein sans être à chaud devant un docteur. Pour prévenir ou circonscrire la colopathie, les spécialistes exhortent en cas de signes suspects de se rendre dans un centre de santé pour se faire diagnostiquer. Car d'autres maladies peuvent avoir les mêmes signes. Et le médecin va savoir qu'est-ce que vous souffrez. Le deuxième conseil que je peux donner, lorsque vous allez voir le gastro-entérologue peut être amené à demander que vous puissiez également avoir une consultation avec un psychologue ou un psychiatre. Le psychologue va pouvoir vous aider à accepter que vous avez quelque chose qui est chronique, qui ne guérit pas, que vous deviez faire avec, vivre avec. On estime dans le monde 5 à 15% de la population adulte atteinte de syndrome de l'intestin irritable. Au Burkina Faso, la colopathie fonctionnelle constitue de plus en plus un problème de santé publique. Docteur Napon, comment évoluent les troubles fonctionnels intestinaux? Merci bien. Donc, comme cela a été dit plus haut, il s'agit donc d'une affection qui est chronique. Donc, en tant que telle, elle va évoluer par poussée et rémission. Donc, cela veut dire que le patient va avoir des périodes où il a des crises. Et s'il constate bien, ça peut être des périodes qui coïncident avec un temps de stress, soit la personne a beaucoup à faire au travail, ou alors il peut y avoir des tensions au sein de la famille, où la personne passe par des moments difficiles. Et donc, ça peut entraîner donc ces crises douloureuses ou au niveau des troubles du transit. Il y a également des périodes où il y a une accalmie, où le patient peut faire des semaines, des mois, des années pour certains, où il n'y a aucune crise. Et certains même le signalent quand ils ont des congés ou quand ils ont des voyages paisibles, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de signes. Donc c'est une maladie qui est chronique, mais comme on l'a dit, c'est une maladie qui est bénigne. Oui. Docteur Bois, quels régimes alimentaires peuvent être prescrits dans le cadre d'une colopathie fonctionnelle? Bien. En termes de régime alimentaire, il faut savoir que pour la prise en charge des colopathies fonctionnelles, il y a certains régimes alimentaires qui peuvent aider à réduire jusqu'à 68 à 76% les symptômes en termes donc, de colopathie fonctionnelle. Ces régimes-là, malheureusement ou heureusement, parce que ce sont des solutions, mais ce sont des solutions qui nécessitent un accompagnement professionnel, un accompagnement médical. Donc, vous pouvez recevoir l'accompagnement, vous devez solliciter l'accompagnement de nutritionniste ou de diététicien pour pouvoir justement vous aider à cette prise en charge-là. Donc, elle consiste en plusieurs étapes. Elle implique une restriction alimentaire et cette restriction alimentaire-là est souvent source également d'isolement social. Parce que vous savez très bien, lorsqu'on part dans nos massifs, on est en Afrique, on est tout le temps donc entouré de nos familles, de nos amis. On va se retrouver dans des situations là où éventuellement on est obligé souvent de ne pas pouvoir partager le repas, qui est très important justement pour notre socialisation avec les autres. On a très souvent tendance justement à arrêter justement de fréquenter les gens ou de socialiser parce que on n'a pas envie d'être ostracisé, parce qu'on a des besoins particuliers ou des trucs particuliers. Donc justement, c'est souvent ces restrictions-là qui nécessitent justement un accompagnement professionnel. Et cet accompagnement-là, il est parfois un peu long, il peut prendre plusieurs mois.
Donc, la première phase souvent prend entre 4 à 6 semaines justement pour essayer donc par un retrait alimentaire de certains aliments de l'alimentation de l'individu ou du patient pour pouvoir lui permettre en réalité de stabiliser ses symptômes. Ça prend souvent entre 4 à 6 semaines. Une fois que ces symptômes-là sont stabilisés, on peut procéder justement à une réintroduction progressive de ces aliments-là. Et on observe pour voir éventuellement comment est-ce que le patient répond à la réintroduction de ces aliments-là. Une fois qu'on a un seuil et par rapport aux aliments que l'on réintroduit, on va arriver à la dernière étape, donc, qui est ce qu'on appelle souvent la personnalisation donc, de l'alimentation de l'individu. Ça veut dire qu'on a arrivé à identifier éventuellement les facteurs déclencheurs de ces crises-là. On arrive à réintroduire l'alimentation de l'individu, du patient, de telle sorte qu'il ait une alimentation équilibrée. Parce qu'un des trucs qui est très important, c'est d'éviter justement de partir sur des régimes standards. Un régime, ce n'est pas parce qu'il a marché pour mon voisin, pour X, qu'il va marcher également pour moi. C'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, on a la chance justement qu'avec le ministère de la Santé, il y a de plus en plus de nutritionnistes médicaux qui sont au niveau de nos régions et au niveau décentralisé, qui peuvent accompagner les patients justement qui sont diagnostiqués de colopathie fonctionnelle. Docteur Napon, c'est vrai qu'on dit que la colopathie est une maladie bénigne, mais est-ce que sa chronicité ne peut pas, le fait que ce soit chronique, est-ce que cela ne peut pas par finir évoluer vers un cancer? Non, selon les études et selon tout ce dont nous disposons, la colopathie fonctionnelle n'augmente pas le risque de cancer et la colopathie fonctionnelle n'aboutit pas à un cancer. Voilà. Mais lorsque il y a modification, comme nous l'avons dit, il faut explorer pour être sûr qu'il n'y a pas un cancer qui se cache en dessous, qui est apparu. Voilà. Sinon, pour ce qui concerne la colopathie, elle est totalement bénigne, elle n'entraîne pas de cancer. Docteur Sia, dans le reportage, il a été dit que l'on ne guérit pas de la colopathie. Est-ce qu'on peut espérer un jour guérir de la colopathie? Oui, pourquoi pas, Madame Dao. Alors, il faut dire que la colopathie donc, pose le problème de sa prise en charge. C'est-à-dire que lorsqu'on a une colopathie, le défi, c'est de soulager et de guérir totalement le malade. Comme on l'a dit, il y a des mesures partant donc, des régimes à des médicaments qu'on peut prescrire pour soulager le malade. Donc je pense que c'est ce que les malades doivent retenir. Il y a des solutions pour eux, des solutions en tout cas qui marchent dans une certaine mesure. C'est vrai qu'avec le temps, lorsque les signes, les symptômes s'estompent, avec le temps, les symptômes peuvent revenir. Mais il y a toujours une solution. Donc je pense qu'il faudrait que nos malades retiennent ça et qu'on ne dise pas que pour moi c'est fini, parce qu'il y a toujours, en tout cas, une batterie de solutions à proposer. Et il faut dire que les études aussi sont en cours. Et quand je parlais tantôt donc, de la flore intestinale, il y a des études dans ce sens-là, et donc en cours, et il n'est pas exclu que dans les années à venir, donc, qu'on puisse trouver une solution pour guérir définitivement de la colopathie. Voilà. Bon, en attendant de guérir de la colopathie, on va parler du traitement qui est disponible en ce moment, docteur Napon. D'accord. Alors, comme l'a dit docteur Sia, il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour ce qui concerne le traitement. Et nous avons déjà d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Nous avons les mesures hygiéno-diététiques. Nous avons le traitement également par les médicaments. Donc, pour ce qui concerne les mesures hygiéno-diététiques, il y a l'eau, la consommation d'eau. Voilà, l'eau est la meilleure boisson et donc il faut que chacun puisse boire suffisamment. Surtout que nous sommes dans des pays chauds, il faut boire suffisamment d'eau. Il faut préférer donc l'eau aux boissons sucrées, gazeuses, voilà. En plus de... Voilà, et à l'alcool. En plus de l'eau, il y a donc l'alimentation. Donc dans l'alimentation, le nutritionniste pourra revenir dessus. Comme il l'a dit, ce n'est pas parce qu'un régime marche pour un que le régime va marcher forcément pour l'autre. Et donc, il faut échanger avec son médecin pour que
on puisse vraiment adapter le régime qu'il faut à chaque patient. Parce que pour nous, comme le disent certains nutritionnistes, il est interdit d'interdire. Le patient doit pouvoir manger avec plaisir ce qu'il mange. Donc, on va lui demander de prioriser vraiment, de manger beaucoup de fruits, des légumes. Et on va essayer de voir avec lui ce qu'il peut manger en fonction de ce qui est disponible aussi dans le pays. Donc, ce qu'on peut ajouter à l'alimentation, c'est l'activité physique qui est importante pour chacun de nous. Donc, il faut avoir une activité physique régulière qui va aussi aider dans ce dont nous avons parlé en ce qui concerne le stress, en ce qui concerne certaines difficultés. Donc, en ayant une activité physique régulière, on peut avoir vraiment une meilleure santé psychique. En dehors de l'activité physique, il est important d'avoir un sommeil de qualité. Il est important d'avoir un sommeil de qualité qui va nous permettre d'avoir une meilleure santé. Donc, il faut que nous puissions nous organiser pour avoir nos 6 heures de sommeil au moins, et sinon plus pour certains. Et en plus de ce sommeil de qualité, donc, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à consulter. Et il y a des médicaments qui pourront être utilisés pour le traitement des symptômes que le patient présente. D'accord. Docteur, quelles peuvent être les bases de ce traitement? Merci. Alors, il faut dire que en plus, donc, médical, en plus donc des mesures que le docteur Napon vient de citer, les bases thérapeutiques vont se calquer ou vont découler plutôt des mécanismes que nous avons tantôt cités. Et lorsque nous prenons donc le premier mécanisme qui était le trouble de la motricité, que j'ai dit tantôt va entraîner des spasmes et avec des douleurs à type de crampes. Et il y a des traitements qui vont agir sur la douleur, qu'on appelle des antispasmodiques, qui vont permettre non seulement de calmer la douleur, mais aussi de traiter quelquefois les ballonnements. Il y a aussi des médicaments qui vont agir sur l'hypersensibilité viscérale. Et là, quelquefois, donc, on est amené à prescrire des antidépresseurs, donc qui permettent en fait aussi de calmer donc ces douleurs. Il y a des médicaments donc, qui permettent de régulariser le transit. Nous avons dit que la colopathie, il y avait la prédominance constipation. S'il y a une constipation, on va prescrire des laxatifs qui vont permettre de régulariser le transit. Et aussi, pour les colopathes qui ont la diarrhée, on prescrira plutôt des antidiarrhéiques qui vont permettre donc d'arrêter cette diarrhée. Il y a des médicaments qui permettent d'agir sur le ballonnement. Et là, on peut citer ce qu'on appelle des probiotiques. Ce sont des médicaments qui sont en vogue. En réalité, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des substances, en fait, comme on l'a su bien dit au niveau des mécanismes. Étant donné qu'il y a un trouble au niveau de notre flore intestinale, les probiotiques ont pour objectif de restaurer cette flore intestinale donc, qui est désorganisée. Et les probiotiques actuellement sont en vogue et permettent un tant soit peu de traiter souvent le problème donc, des ballonnements. Et il y a même des antibiotiques, certains antibiotiques qui sont indiqués donc, dans le traitement donc, des ballonnements. Voici un peu donc, la liste des médicaments qui n'est pas exhaustive, qu'on peut prescrire donc, dans le cadre donc, de la colopathie fonctionnelle. Mais est-ce qu'il existe des traitements alternatifs? Effectivement, il existe des traitements alternatifs. Et dans le reportage, il y a certains traitements qui ont été cités. Et il faut dire que, étant donné que c'est une maladie multifactorielle, on l'a répété plusieurs fois, où le système nerveux central joue un rôle quand même assez important. Et on peut être amené donc à envoyer le patient voir un psychologue. Et l'entretien avec le psychologue pourra aider en ce qui concerne donc les troubles psychologiques. On peut aussi intégrer le patient ou le faire participer à un groupe de parole avec des patients
donc colopathe, l'objectif étant donc d'échanger, de verbaliser en fait l'émotion, et cela permet donc de le soulager, et en même temps dans les échanges avec les patients, les autres patients colopathes, ils se renseignent sur les nouveaux traitements, parce que lorsqu'on est malade, on veut souvent savoir est-ce qu'il y a des nouveaux traitements en vigueur ou pas. Et aussi, il y a des traitements tels que l'hypnose, qui ne sont pas, l'hypnose n'est pas disponible, je ne pense pas au Burkina pour l'instant, mais l'hypnose médicale est aussi indiquée et donne souvent quelques résultats. Donc, je pense qu'il y a l'activité physique que Dr Napon a citée, donc qui permet de réduire en fait la fréquence des symptômes sévères dans la colopathie fonctionnelle. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Ismaël Diloma Sirima. La première question des téléspectateurs nous vient de Ouagadougou et c'est de la part de Madame Lalogo Neizerbo Aïcha. Elle veut savoir comment savoir si l'on souffre d'ulcère ou de colopathie fonctionnelle. Elle cherche aussi des astuces pour évacuer l'air du ventre. Madame Traoré de Orodara, elle, c'est son enfant qui est constamment ballonné et constipé. Et elle veut savoir si cela est dû à la colopathie. Yamre Bourema de Wargaï veut savoir le lien qu'il y a entre ulcère et colopathie. Également, il a une inquiétude à savoir si les produits chimiques utilisés dans l'agriculture ont-ils un lien avec la colopathie. Aussi, quand il a écouté les raisons de la colopathie, les raisons qui peuvent provoquer la colopathie, il se demande si le nombre de personnes atteintes de colopathie a augmenté avec la crise sécuritaire qui vient aussi avec des angoisses. Sa quatrième question, c'est pour savoir s'il est possible de soigner la colopathie partout au Burkina Faso. Est-ce que dans les 13 régions ou dans les 45 provinces du Burkina, il est possible de soigner la colopathie même dans les villages les plus reculés? Kabore Souleymane de Ziaré, pour Kabore Souleymane de Ziaré, c'est de savoir est-ce qu'il y a des examens spécifiques à faire pour savoir que l'on souffre de colopathie. Il cherche aussi des réponses quant à la reconstitution de la flore bactérienne qui est mise en cause dans certains cas de colopathie fonctionnelle. Également, est-ce qu'on peut guérir de la colopathie fonctionnelle? Des questions de Kabore Souleymane de Ziari. Madame Traoré Abobo Djoulasso veut savoir si le fait de prendre de la bicarbonate contre le ballonnement, est-ce que cela est conseillé et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement contre les ballonnements? Également, elle cherche à savoir si les médicaments pris pour réguler les remontées gastriques, est-ce que ces médicaments ont un effet à long terme qui peuvent causer ou occasionner la colopathie? De même, elle cherche la différence entre ou le lien qu'il y a entre remontée gastrique et colopathie. Soumaïla Koulibaly de Bobo Djoulasso, il dit avoir entendu que la colopathie n'a pas de traitement. Et si c'est le cas, que faire pour ne pas avoir à prendre régulièrement des médicaments et se débarrasser des ballonnements et des constipations, de même que la colopathie. Il aimerait aussi savoir s'il y a des aliments conseillés pour apprendre, des aliments conseillés pour les personnes atteintes de colopathie. Madame Traoré a poids pour elle, elle demande quand on sent
un corps étranger dans le ventre alors qu'on n'est pas enceinte? Est-ce que cela peut être assimilé à la colopathie fonctionnelle? De même, elle veut savoir quels sont les aliments qu'il faut consommer pour prévenir la colopathie fonctionnelle. Madame Konaté à Ouagadougou, elle a découvert cette année qu'elle a la colopathie après des examens. Elle veut savoir si la douleur qu'elle ressent au bas-ventre est normale et aussi c'est une douleur qui survient à chaque fois après 1 h du matin. Est-ce que ça aussi c'est normal? C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Retour avec les questions des téléspectateurs. On commence avec celle de Madame Lalogo. Elle veut savoir quelle différence y a-t-il entre ulcère et colopathie fonctionnelle? Docteur Sia. Alors, la différence entre l'ulcère et la colopathie fonctionnelle. Il faut déjà dire qu'au niveau des signes, et la ressemblance, c'est que dans l'ulcère, on a des douleurs épigastriques. Et dans la colopathie, on peut avoir des douleurs épigastriques. Donc, les similitudes, pardon. On peut avoir des douleurs épigastriques dans la colopathie comme dans l'ulcère. Maintenant, la différence, c'est que lorsqu'on a une douleur épigastrique, lorsqu'on fait la fibroscopie, à l'ulcère, si c'est l'ulcère, on va retrouver une lésion, une plaie. L'ulcère, c'est une plaie qui va être soit au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin, alors que dans la colopathie, lorsqu'on fait la fibroscopie, la muqueuse sera normale. Donc, et les traitements ne seront pas les mêmes parce qu'avec l'ulcère, il y a des traitements qui vont permettre de calmer la douleur. Et donc, dans tous les cas, il faut consulter parce que si on a la douleur épigastrique, tant qu'on ne fait pas l'examen, c'est difficile souvent de pouvoir donc faire la différence tant qu'on ne fait pas donc, un examen complémentaire pour savoir, parce qu'on peut avoir une colopathie avec une douleur épigastrique qui va ressembler aussi à l'ulcère. Oui. Ok, elle demande s'il y a des astuces pour évacuer le gaz, l'air du ventre. Alors, les astuces. Les astuces, déjà, ce qu'on conseille, c'est que lorsqu'on est ballonné, il faut éviter les boissons gazeuses. Lorsqu'on consomme des boissons gazeuses, donc cela peut aggraver donc l'air du ventre. Et il y a certains aliments qui ont aussi souvent tendance à aggraver les ballonnements. Ça peut être souvent quelquefois des petits pois ou du haricot ou du lait quelquefois. Mais une fois de plus, ce n'est pas forcément la même chose sur tous les malades. Mais il faut dans tous les cas consulter aussi, puisqu'il y a des médicaments qu'on peut prendre dans le cadre des ballonnements pour quand même essayer donc d'améliorer donc ces symptômes-là. Bon, on a répondu à la première question de M. Nyamri Bourema, qui est à Ouarghaï, à savoir le lien qu'il y a entre ulcère et puis colopathie. Maintenant, il pose un autre problème. Est-ce que les produits chimiques agricoles ont un lien avec la colopathie, docteur Napon? Alors, les produits chimiques utilisés au niveau de l'agriculture peuvent entraîner une intoxication, peuvent entraîner des lésions. Donc, au niveau digestif, si ça a été ingéré avec des aliments et que ça n'a pas été bien lavé, on peut avoir des lésions. Et si à l'examen, on a des lésions, ce n'est pas une colopathie. Parce que, comme on l'a dit, la colopathie fonctionnelle, c'est
c'est un ensemble de signes. Et quand on fait les examens dont nous disposons à ce jour ne permettent pas de mettre en évidence de lésions. Donc, si on a des lésions, si on a des plaies ou si on a une infection, ce n'est pas une colopathie. Voilà. Bon, son autre question, est-ce que le nombre de personnes atteintes de colopathie a augmenté avec la crise sécuritaire? Est-ce que vous avez pu faire un lien entre la maladie et puis la crise sécuritaire que nous vivons en ce moment? Bon, nous pouvons dire que le nombre de patients souffrant de colopathie fonctionnelle est en hausse, mais pas seulement dû à la crise sécuritaire, mais à aussi la crise économique, parce que, comme nous l'avons dit, lorsque la population est stressée, donc lorsque les sujets sont stressés, lorsqu'il y a des difficultés à joindre les deux bouts, bon, cela peut déclencher des crises chez certaines personnes. Voilà. Est-ce possible de soigner la colopathie partout au Burkina Faso, de prendre en charge la colopathie? Docteur Napon? Oui. Bon, en tout cas, dans toutes les régions, il est possible de prendre en charge la colopathie. Et nous pensons que les agents de santé, où qu'ils soient, ils peuvent apporter des conseils, ils peuvent soulager les symptômes qui se présentent, donc soulager la douleur, les ballonnements, les troubles du transit. Et lorsque, à un niveau, on n'arrive pas à gérer en fait le patient, on le réfère au niveau supérieur. Donc, on va dire que oui, on peut traiter la colopathie fonctionnelle à tous les niveaux du pays. Ok, docteur Sia, il y a Madame Traoré qui a son enfant qui est constamment ballonné et constipé. Est-ce que cela peut être de la colopathie? Oui, cela peut bien être de la colopathie, mais encore une fois de plus, il faut consulter parce qu'il n'y a pas que la colopathie qui donne des ballonnements et donc cela nécessite une consultation pour quand même faire quelques bilans complémentaires pour se rassurer et poser clairement le diagnostic. Mais ça peut bien être la colopathie fonctionnelle parce que c'est retrouvé aussi chez les enfants. Bon, la question sur les examens spécifiques à faire pour savoir si on souffre de la colopathie est revenue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question de M. Kaouré Suleiman? Alors, je pense qu'on en a parlé concernant les examens qu'on doit réaliser. Comme on l'a dit, il n'y a pas un examen qui permet d'affirmer qu'on a une colopathie. C'est vraiment très important parce qu'en routine, le plus souvent, les malades nous viennent en consultation avec leur échographie où c'est marqué aérocolie. Aérocolie, c'est-à-dire qu'il y a de l'air dans l'intestin. Et souvent, on met faisant évoquer une colopathie. Et le patient vient en consultation avec son échographie en disant « on m'a diagnostiqué une colopathie ». En fait, c'est un abus. Parce que le diagnostic de la colopathie, ce n'est pas sur la base d'un examen. Il faut d'abord avoir les signes cliniques qu'on a tantôt cités. Et après, il y a un certain nombre d'examens qu'il faut réaliser parce que lorsqu'on dit qu'il y a du gaz dans l'intestin, à l'échographie, qu'on déduit que c'est une colopathie. On peut même avoir un cancer du côlon et avoir du gaz dans l'intestin. Vous voyez, on peut avoir une maladie inflammatoire du côlon et avoir du gaz dans l'intestin. Donc cela ne permet pas de conclure, mais c'est en fonction du malade. Pour un patient qui a plus de 50 ans, ce ne sera pas les mêmes examens qu'on va demander pour la confirmation du diagnostic qu'un malade qui a moins de 50 ans. Voilà. La reconstitution de la flore bactérienne est revenue. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Vous avez dit oui. Oui, pour la reconstitution de la flore bactérienne, il y a une des possibilités, je l'ai dit, il y a les probiotiques qu'on peut prescrire qui permettent un tant soit peu de restaurer donc, la flore bactérienne. Et il y a un élément important aussi qu'il faut signaler ici, c'est que la prise d'antibiotiques de manière anarchique ou des antibiotiques qui ne sont pas prescrits dans des structures, pas des médecins, pas dans des structures de santé, il a été montré, l'automédication, il a été montré que lorsqu'on prend des antibiotiques, cela désorganise la flore bactérienne, ce qu'on appelle maintenant le microbiote, de telle sorte que
même si on arrête l'antibiotique, on n'aura plus jamais la flore bactérienne initiale. Alors qu'il a été montré en même temps le rôle important donc, de cette flore bactérienne. Donc il faut faire attention à la prise d'antibiotiques de manière, dans le cadre d'une automédication, mais il y a la possibilité sur le plan médical de prescrire des probiotiques pour essayer de restaurer la flore bactérienne. Docteur Napon, la question de la guérison de la colopathie fonctionnelle est revenue, c'est toujours avec M. Kabouré. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, comme cela a déjà été dit, il s'agit en fait du patient de savoir vivre avec cette affection qui n'est pas grave, mais qui demande en fait que l'on essaie de se connaître soi-même, de voir à quel moment en fait on a ces crises et de voir également quels sont les facteurs qui déclenchent les crises. Une fois qu'on a pu identifier les facteurs qui concernent la personne de manière individuelle, on peut à ce moment éviter les crises. Et donc, comme je l'ai dit, il y a des patients qui peuvent faire des années sans crise. Donc, c'est l'objectif en fait de faire un long temps sans crise. Et nous espérons, comme nous l'avons dit, qu'avec les recherches et les découvertes, qu'on parvienne à la guérison. Mais c'est vraiment important que chacun puisse savoir, en fait, pour ce qui le concerne, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est l'anxiété, est-ce que c'est certains types d'aliments qui ne conviennent pas. Voilà un peu. Madame Traoré à Bois, elle dit qu'elle sent comme un corps étranger dans le ventre alors qu'elle n'est pas enceinte. Est-ce que cela est assimilable à la colopathie fonctionnelle, docteur Napon? Je conseillerais à Madame Traoré de consulter parce qu'un corps étranger, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être donc une sensation qui peut relever de troubles fonctionnels, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut avoir aussi bien au niveau digestif comme au niveau gynécologique. Donc, c'est bien qu'elle puisse consulter, qu'on puisse l'examiner et qu'à l'issue de l'examen, qu'on puisse voir s'il faut faire des examens ou ce qu'il faut faire. Toujours est-il que son médecin traitant pourra la rassurer. D'accord. Docteur Bois, quel aliment faut-il consommer pour prévenir la colopathie fonctionnelle? Bien. En termes d'aliments, je voudrais d'abord apporter un complément à la réponse du docteur Sia par rapport à la reconstitution de la flore bactérienne. Effectivement, il y a beaucoup de développement dans ce domaine-là. En plus de probiotiques, il y a ce qu'on appelle donc les greffes donc, de microbiome qui sont possibles. Ça veut dire que le microbiome est collecté d'individus qui sont sains, qui ont un transit normal et qui ont un système digestif qui fonctionne bien. Et on arrive donc justement à greffer donc, à travers des gelules donc, à des individus qui ont des troubles donc, de leur flore intestinale pour pouvoir rééquilibrer et améliorer leur symptomatologie. Bien. Maintenant, pour revenir aux aliments, je dirais que, sans citer d'aliments, une des premières choses qui doit être établie lorsque on souffre donc de colopathie fonctionnelle, c'est de pouvoir, en plus donc de la prise en charge médicale, avoir la prise en charge diététique. La prise en charge diététique est suivie par un nutritionniste, un spécialiste de la question. Ça va permettre de pouvoir identifier donc les aliments éventuellement déclencheurs. Donc avec ce nutritionniste-là, le patient pourra éventuellement avoir des journaux alimentaires. Et à partir de ce journal alimentaire-là, on va pouvoir, au-delà d'identifier donc les déclencheurs, on va pouvoir avoir plus d'informations sur les habitudes alimentaires et les préférences alimentaires du patient. Et c'est seulement après ce genre d'évaluation, tout ça, que l'on est en mesure de pouvoir prescrire une alimentation ou un régime qui est adapté à cet individu-là. Parce que je peux très bien aujourd'hui parler de préférence ou d'un truc, mais je suis sûr que ma préférence alimentaire depuis Gelwango n'est pas la même chose que la préférence alimentaire de Orodara ou quelque part d'autre. Donc, c'est très difficile souvent d'identifier les aliments parce que les aliments sont des complexes. Justement, un aliment ne contient pas une seule chose, il contient un complexe. Donc, souvent, quand on peut on peut de façon erronée, justement, indexer un aliment comme responsable de quelque chose ou trouver qu'il est bénéfique, mais je pense qu'une alimentation équilibrée est d'abord la clé et aussi donc demander le suivi d'un professionnel. Ok,
Madame Konaté Awaga, elle a découvert cette année qu'elle a la colopathie. Docteur, si après des examens, elle veut savoir si ce qu'elle ressent au bas-ventre est normal et aussi si c'est normal que ces douleurs surviennent chaque fois après 1 h du matin. Alors, déjà, il faut dire que lorsqu'on a la colopathie, comme on l'a dit, on peut avoir des douleurs dans n'importe quelle partie de l'abdomen. Donc, on peut bien avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Néanmoins, je pense qu'il faut également consulter pour s'assurer que cette douleur-là n'est pas liée à un autre mal qui s'est associé à la colopathie. On peut bien avoir la colopathie et avoir peut-être un problème gynéco, une infection urinaire qui peut donner des douleurs pelviennes. Docteur Bois, Madame Traoré Abobo, le fait de prendre la bicarbonate contre les ballonnements, est-ce que cela est conseillé et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vais rejoindre justement Dr Napon et Dr Sia. Je pense qu'il est très important justement que les gens aient le premier réflexe justement de consulter avant de prendre toute médication lorsqu'ils ont une symptomatologie qui se présente. Et je pense que c'est très important. Donc, s'il vous plaît, évitez de commencer à prendre des médicaments justement lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous avez une symptomatologie. Référez-vous au centre de santé le plus proche. D'accord. Est-ce que les médicaments pris pour réguler les remontées gastriques n'ont pas des effets à la longue qui peuvent causer la colopathie? Docteur Napon. Les médicaments qui ont été prescrits pour les remontées acides, pour un reflux gastro-œsophagien, Et puis s'il y a un lien entre remontée gastrique et puis colopathie? Bon, il y a des patients qui, au décours d'une crise de troubles fonctionnels intestinaux, peuvent avoir un reflux gastro-œsophagien, ou alors les deux affections en fait sont différentes, mais toutes les deux affections en fait sont fonctionnelles. Mais à la différence que le reflux gastro-œsophagien on peut avoir des lésions dans le reflux gastro-œsophagien qui sont dues donc à l'acidité. Voilà. Donc les remontées de l'acidité de l'estomac vers l'œsophage peuvent entraîner des lésions au niveau de l'œsophage. Alors qu'au niveau des troubles fonctionnels intestinaux, il n'y a pas de lésions. Voilà. D'accord. On dit qu'il n'y a pas de médicaments, de traitement contre la colopathie. Pourtant, il y en a. On a parlé de choses de traitement. Il existe, on n'en guérit pas, mais il y a des traitements. Donc, c'est encore la question, comment se débarrasser des constipations et des ballonnements. Monsieur Koulibaly Abobo. Docteur Sia. Alors, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Pour la constipation, je pense qu'il y a aussi des mesures. Donc, il faut privilégier tout ce qui est les fruits, les légumes, boire beaucoup d'eau. Ça aide beaucoup. OK. Donc, encore, il veut qu'on revienne sur les aliments conseillés pour les personnes atteintes de colopathie. Docteur Bois. Bien. Pour terminer. Comme conseil que je peux donner... Je vais demander les conseils diététiques prodigués aux patients de façon générale. Voilà, de façon générale, en réalité, il faut avoir une alimentation équilibrée. Et comme je vous ai dit, plus tôt j'ai mentionné, donc un régime pour la prise en charge des patients atteints de colopathie fonctionnelle qui marche en 3 phases. Mais la dernière étape, il s'agissait donc d'une personnalisation de l'alimentation. Ça veut dire un retour à la normale, à une alimentation pour laquelle, qui répond aux besoins de notre organisme et une alimentation qui nous procure du plaisir. Parce qu'une des premières sources de plaisir, justement, c'est l'alimentation. Et il faut toujours garder ça. Donc, je pense que les régimes sont des phases de transition pour pouvoir justement juguler les phases aiguës éventuellement de crise. Et une fois que l'on revient à la normale, il faut pouvoir éventuellement arriver à maintenir justement cet équilibre-là. Une fois qu'on a identifié les choses, identifié les potentiels déclencheurs, les réduire autant que possible et arriver à avoir une alimentation équilibrée pour répondre à nos besoins physiologiques. Docteur Napon, pour terminer, quel autre conseil avez-vous à donner aux patients? Alors, pour terminer, c'est de vous dire merci et de dire aux patients, leur rappeler que les troubles fonctionnels intestinaux ne sont pas des affections, ce n'est pas une affection qui est grave. Donc, c'est vrai que c'est chronique, mais nous leur conseillons en fait de venir nous voir, de consulter
un agent de santé parce que nous sommes là pour prendre soin d'eux. Donc, il faut éviter l'automédication, il faut éviter de se mettre au même régime que quelqu'un qui est sous régime parce que nous pouvons avoir en fait d'autres affections du fait des carences. Donc, vraiment, le mot de la fin, c'est de vous dire que nous sommes là pour prendre soin de votre santé et donc nous sommes disponibles. Consulter un agent de santé. Des conseils pratiques qui vont nous permettre de conclure cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Prenez bien soin de vous. Générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé. Déjà 5 ans que Coris Bank International relève